Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Débat. Nous parlerons ce soir d'inscription et de disponibilité des manuels scolaires. La rentrée scolaire est effective depuis peu sur toute l'étendue du territoire national. Comment se sont déroulées les inscriptions ? Qu'il s'agisse d'inscriptions en ligne, qu'il s'agisse d'inscriptions en présentiel. Quelle est la disponibilité, quelle est l'accessibilité des différents ouvrages scolaires ? Comment sont choisis les manuels scolaires? Par qui ces manuels scolaires sont choisis? Pourquoi a-t-on le sentiment que les ouvrages et manuels scolaires sont différents d'une année à l'autre? Les établissements ont-ils la latitude d'imposer des manuels ou encore d'en vendre? Les éditeurs et l'accessibilité des ouvrages, on en parle ce soir. Les libraires et la disponibilité des ouvrages, on en parle ce soir. Merci à nos invités qui ont accepté d'être là ce soir dans le cadre de notre magazine Grand Format, Le Débat. Madame Silué, Madame, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du Centre national de formation et de production de matériel didactique au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Effectivement. Merci à vous. Je suis la responsable du Centre de production des manuels scolaires. D'accord. Vous êtes vraiment la personne qu'il nous fallait ce soir sur ce plateau. D'accord, merci. Merci à vous. Monsieur René Yedieti, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes président de l'Association des libraires de Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes également PDG du groupe Librairie de France. Exact. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Monsieur Kadiouaka Claude, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Très bien. Merci à vous. Merci. Et monsieur Charles Peumont, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire. Oui, éditeur et président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, ACEDI. ACEDI. En abrégé, on dit ACEDI. En tout cas, madame, messieurs, merci à vous d'être avec nous ce soir. Nous allons démarrer par un premier élément de reportage qui va nous camper donc l'état des lieux, la situation qui prévaut dans les différents établissements. Mais juste avant, j'aimerais que l'on revienne un peu sur vos différentes prérogatives. Madame, dites-nous, qu'est-ce que vous faites exactement? Quand on parle d'éditer, de concevoir des manuels, c'est cela? Oui. Merci. Je suis Madame Silvoué, comme vous l'avez signifié. Je suis la responsable du Centre national de formation et de production de matériel didactique. C'est-à-dire qu'au niveau du centre, c'est une structure très spécialisée au sein de la direction de la pédagogie et de la formation continue qui s'occupe de la conception et de la production du manuel scolaire. Tout ce qui est matériel didactique, c'est-à-dire les manuels, les planches, tout ce qui rentre dans la classe, tout se conçoit au niveau du centre. Et après la conception, nous avons des éléments que nous appelons des tapisseries des documents. D'accord. Et après ça, nous travaillons avec les maisons d'édition pour faire, comment on appelle, un traitement éditorial. Donc, ça veut et dire puis que... après, vous avez Oui. le livre dans votre main. Donc ça veut dire que du CP à la terminale, c'est à vous que l'on doit le contenu de tous les manuels qui sont agréés ou qui sont conseillés. Du CP1 jusqu'en 3e, Oui. nous avons écrit, nous avons conçu, faire le traitement éditorial et les éditeurs. Et maintenant, nous avons les programmes du secondaire, c'est-à-dire de la seconde jusqu'en terminale, mais nous n'avons pas encore commencé l'écriture ou encore la conception de ces manuels-là. Nous nous sommes arrêtés, c'est-à-dire du CP1 jusqu'en 3e. D'accord. Nous avons Tout à l'heure, vous allez nous conception. expliquer et savoir où est-ce qu'on trouve donc les différents éléments de travail des personnes, des élèves qui sont en 3e, seconde, première, terminale. Tout à l'heure, vous allez nous expliquer ça alors. Où est-ce qu'on trouve les éléments? Est-ce que c'est vous qui les concevez aussi? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Mais c'est parfait. Monsieur René Yedieti, alors, président de l'association des libraires, combien de libraires en Côte d'Ivoire? Alors, des libraires en Côte d'Ivoire, vous savez les statistiques chez nous. D'abord, je parle des libraires professionnels. Oui. Vous allez en compter maximum une quarantaine de libraires professionnels. Il y a ce qu'on appelle des distributeurs ou des bouquinistes dans le secteur informel. Je ne saurais pas vous dire D'accord. Dès l'instant où c'est informel, le c'est nombre. difficile. Oui. Voilà. D'accord, très bien. Et PDG du groupe Librairie de France. Oui, C'est une effectivement, oui. une ancienne
Oui, l'Alouette une librairie de référence. Est connue, c'est le leader de la distribution du livre en Côte d'Ivoire. C'est 12 magasins, donc 4 à l'intérieur du pays. C'est toute une organisation. Je pense que c'est du professionnalisme du livre ici. C'est la raison pour laquelle on vous a invité, parce que vous comptez dans ce qui est réseau de distribution. Exactement. Très bien. Monsieur Kouadiouaka Claude, alors vous êtes le porte-voix des parents en ce qui concerne les difficultés rencontrées et votre voix porte? Je pense bien. Si elle ne portait pas, je ne serais pas assis ici. Donc j'ai toujours défendu l'intérêt des parents. Donc tout ce qu'on va faire, c'est fait pour moi. C'est fait pour les parents. Nous sommes les bénéficiaires de tout le travail qui se fait par les différents ministres en charge de l'éducation en Côte d'Ivoire, que ce soit à l'éducation nationale, à l'enseignement technique et à l'enseignement supérieur. Nous sommes la cible principale, privilégiée, pour laquelle le travail est fait. Donc, je pense bien que notre voix porte. Je pense. Vous pensez à juste titre. Monsieur Charles Pemot, alors, on parle d'éditeurs. Souvent, il y a confusion avec le libraire. Pouvez-nous situer la nuance? Le libraire, il vient juste après l'éditeur. Au départ de la chaîne, il y a d'abord les auteurs. Quand il s'agit de littérature générale, on parle des écrivains, mais quand il s'agit de manuels scolaires, on parle des contenus didactiques qui viennent du ministère de l'Éducation nationale. Dès cet instant, l'éditeur entre en jeu, parce que c'est lui qui va réceptionner tous ces contenus didactiques pour en faire un livre, en commençant par la lecture, les mises en page, des illustrations également, parce que les manuels scolaires sont toujours illustrés, et finir toute cette mise en page, faire les corrections typographiques, et après demander des cotations à des imprimeurs pour imprimer l'ouvrage. Une fois que l'ouvrage est imprimé et réceptionné par l'éditeur, alors le circuit le plus immédiat, c'est le libraire. Et donc nous sommes, on peut dire, le point central de tout ça. Parce que le point de départ de ce qu'on appelle livre, qui est l'assemblage de feuilles imprimées et dans un seul volume, ça c'est l'éditeur. S'il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas encore de livre. Et donc nous sommes véritablement ceux qui sont au démarrage de la machine et qui va alimenter toute la chaîne du livre jusqu'à l'élève, en passant par le parent d'élève. Le parent, oui. Voilà, qui achète, voilà. Et donc nous sommes véritablement au cœur de la machine. Au cœur de la machine. Inscription et disponibilité des manuels scolaires, on en parle, c'est notre thème de ce soir. Nous vous informons que le QR code est à disposition, il va s'afficher tout de suite. Nous souhaitons une interactivité avec les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Vous avez des questions, des préoccupations en fonction de l'évolution des différents chapitres que nous allons aborder. Vos questions sont réellement les bienvenues. Un élément de reportage pour commencer, un état des lieux que l'on situe. Et c'est Ève Eboué, un reporter, qui nous fait son point. L'année scolaire 2023-2024 a démarré depuis le lundi 11 septembre sur toute l'étendue du territoire. Le vendredi 15 septembre, la proviseure du lycée moderne de Cocody fait le point des inscriptions. Nous avons dans l'ensemble 393 élèves attendus pour cette année. Nous avons commencé les inscriptions une semaine avant la rentrée et à ce jour, nous sommes à un taux de 73%. Et le reste des parents, ils sont là aujourd'hui pour les retardataires. Des parents retardataires avec des cas spécifiques. Je suis ici pour un cas de transfert. Et là, depuis lundi, je suis là. Mais je n'ai pas encore réussi à faire l'inscription. Parce que tu finis une étape, on te dit va à une autre étape, après on t'envoie à une autre étape. Non loin de là, à l'école primaire publique Château du Cocody, tout semble aller pour le mieux. Ici, ça va. J'ai quelques élèves qui sont absents, sinon ça va. Tout a démarré. Actuellement, ce sont les révisions. Au lycée municipal Ndaté Koubé, les cours se déroulent bien dans l'ensemble. En cet après-midi du lundi 18 septembre, le chef d'établissement fait le bilan des inscriptions. L'année dernière, notre effectif avoisinait 3439 et aujourd'hui, pour l'inscription en ligne, nous avons 3033 élèves qui sont inscrits. Il faut encourager les parents. Ce que je pourrais signifier à tous les parents, les cours ont démarré au lycée municipal Ndaté Koubé. À l'intérieur du pays, précisément dans la ville de Mans, une semaine après le démarrage effectif des cours, les choses traînent dans plusieurs établissements primaires et secondaires visités. Les parents, quand on dit la rentrée,
Ils attendent le jour de la rentrée pour procéder aux formalités des inscriptions. Et donc, dans notre zone, c'est le cas. Et donc, c'est depuis le 11, le jour de la rentrée, que les parents ont commencé à faire les inscriptions en ligne et aussi les inscriptions physiques. Après l'inscription, les enfants retournent et ne reviennent plus. Vraiment, les parents traînent un peu les pas. Chaque matin, les enseignants sont là, mais les élèves ne viennent pas. On ne les voit pratiquement pas s'ils ne viennent pas. Ils ne se présentent pas pour le moment pour les inscriptions. Nous sommes à près de 2000 élèves. À près de 2000 élèves. Et à l'heure où je vous parle là, il n'y a même pas 200 inscrits. Pour cette rentrée scolaire, plus de 6 millions d'élèves du primaire et du secondaire sont attendus dans les salles des classes. De retour en studio, Monsieur Kadio, c'est à vous que je m'adresse en tout premier lieu. Oui. Alors, est-ce que l'élément de reportage que nous venons de voir reflète les informations et les remontées que vous avez en ce qui concerne l'effectivité de la rentrée des classes? Depuis le 11, l'école est censée avoir repris le service. Effectivement, il y a des zones où les parents et les enfants traînent un peu le pas. Par contre, il y a d'autres régions où, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, les enfants et les parents sont dans les écoles. Donc, il faudrait peut-être qu'on essaie de mener un peu l'enquête pour pouvoir aider les parents et chercher à savoir pourquoi ils ne viennent pas, pour qu'ils soient là. Parce que nous sommes pris par un quantum horaire. Il y a un certain volume d'enseignement qu'on doit dispenser pour que l'enfant puisse avoir, à la fin de l'année, le résultat que nous attendons. Très bien, oui. Le bon résultat. Et donc, il faudrait que les parents comprennent cela et qu'ils s'y mettent pour que l'école, effectivement, commence. D'accord. Et on ne vous a pas informé des raisons pour lesquelles les parents sont réfractaires? Souvent, ce sont des raisons financières. Il n'y a pas d'argent, mais je pense que c'est vrai. Et c'est vrai, je reconnais que on est atteint par une certaine paupérisation. D'une façon générale, les parents n'ont pas suffisamment de moyens. Mais pour l'intérêt de l'enfant, on doit pouvoir faire un effort et venir avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a. On ne va pas demander qu'on ait des tenues extravagantes et tout. Si on a des documents, on a les premiers rudiments pour pouvoir commencer à travailler déjà, il faut qu'on le fasse pour que les enfants ne perdent pas le temps. Il y a eu un problème au niveau des inscriptions du poste CNO. C'est quand les enfants ont fait les inscriptions en ligne. Oui. On a demandé cette année que ceux qui n'ont pas pu avoir satisfaction au début, puissent faire des réclamations et faire une autre inscription, la réinscription. Oui. Et là, il y a eu un problème, puisque ça devait se faire aussi en ligne. Avant, ça se faisait mécaniquement. Mais maintenant, tout doit se faire en ligne. Et donc, ça posait un problème avec les syndicalistes. Et ça c'est résorbé maintenant, le problème? Ça a fait que ça a eu un retard, et donc nous avons été saisis, nous avons saisi l'autorité, et je crois que c'est rentré dans l'ordre, mais il faudrait qu'à la longue, pour l'année prochaine, on prenne des dispositions pour que le mécanisme soit bien huilé pour éviter ce retard-là, parce que ce retard, il est préjudiciable pour le fonctionnement du système. Merci, M. Kadio. Madame Silué. Oui. Dans l'élément, il y a des zones où les enfants, vous avez des échos et la bonne information à nous donner? Évidemment, dans les grandes villes, il y a l'affluence. Mais souvent, dans les zones rurales, il y a des difficultés. Je crois que M. Kadio vient de le dire, et c'est peut-être lié au problème de moyens. Et peut-être que les gens se disent, jusqu'à la fin du mois, nous allons venir. Mais je voudrais relever qu'au niveau des inscriptions en ligne, nous avons 50%, 58,5% d'inscrits. Nous avons, à la date du 18 septembre 2023, 1 462 054 inscrits. Il y a 701 607 inscrits au public et 660 447 inscrits au privé.
dont un pourcentage sur un total de 2 500 000 élèves, dont un pourcentage de 58,5%. Il faut dire que les inscriptions en ligne ont été lancées le 27 août et ça doit prendre fin le 24 septembre. Oui. Et nous disons que jusqu'au 24 septembre, nous allons aller au-delà de 58%. Mais je pense qu'à la fin du mois de septembre, le maximum d'élèves pourront s'inscrire. D'accord. Est-ce que je peux... Alors, on va donner la parole également, mais tout à l'heure, on reviendra sur vous. Alors, en tant que libraire, quand on vous dit que, à ce que l'on sache, l'enseignement, la scolarité est gratuite en Côte d'Ivoire, quel est votre sentiment? Ben, forcément, dites-nous, disons les choses comme elles sont, ce n'est pas gratuit. Quand on parle d'inscription, il y a forcément, il faut payer pour s'inscrire. Ensuite, il faut les ouvrages. Les ouvrages, c'est payant. Donc, on ne peut pas dire que c'est gratuit. Voilà, donc ça ne sert à rien de passer des discours. Ce n'est pas gratuit. En comptant, donc, on a bien l'école publique et puis on a l'école privée qui représente aussi une forte population. Et tout le monde sait que dans les écoles privées, c'est également payant. Donc, voilà, il faut se préparer pour une rentrée en sachant qu'elle a un coût. Voilà, il faut être prêt pour cette période. D'accord. Je voulais rebondir. Je vous en prie, juste avant que je donne la parole. Merci. Oui, est-ce que l'école est gratuite en Côte d'Ivoire? Oui, je voulais rebondir pour dire que M. Yedeti a peut-être raison en partie, parce que l'école est gratuite, mais l'éducation a un coût. Je m'explique. Il faut dire qu'au niveau de l'enseignement primaire, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les manuels sont donnés gratuitement. Et au niveau de l'enseignement primaire? Oui, oui. Tous les manuels sont donnés gratuitement? Oui, gratuitement. Et l'inscription se fait sans débourser un seul sou. C'est-à-dire que l'enfant, même qui n'a pas l'extrait de naissance, peut aller s'inscrire. Les parents peuvent aller inscrire l'enfant qui n'a même pas l'extrait de naissance. Et rien n'est déboursé. Maintenant, au niveau du secondaire, on ne peut pas dire que c'est gratuit. Bon, maintenant, au niveau du primaire, quand je dis c'est gratuit en partie, c'est vrai que c'est gratuit en partie parce que même si on vous donne les manuels scolaires, je crois que vous avez l'uniforme à payer. Et lorsqu'on vous donne un manuel pour que l'enfant soit performant, vous achetez d'autres manuels pour pouvoir relever le niveau de l'enfant. Donc, à ce niveau, on ne peut pas dire que l'éducation est totalement gratuite, mais l'école est gratuite. Au secondaire, l'école n'est pas gratuite. Parce que là-bas, il y a l'inscription en ligne. L'inscription en ligne, c'est 6 000 francs au public et 3 000 francs au privé. Maintenant, après cette inscription en ligne, pour l'inscription dans les écoles, c'est 1 000 francs au niveau du public. 1 000 francs, pourquoi? Parce qu'il y a le macaron qui permet d'identifier l'enfant. Et puis, il y a la vie scolaire qui complète la formation de l'enfant. Parce que l'éducation, ce n'est pas l'instruction seulement. Il faut éduquer dans tous les domaines extrascolaires et autres. Et au niveau du privé, il faut dire que l'inscription, c'est entre 25 000 et 45 000. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les écoles privées sont inscrites, ont une liste d'inscription sur une plateforme et l'école se doit de préciser le droit d'inscription. Donc, si moi je suis un parent d'élève que je vais inscrire mon enfant dans un groupe scolaire X par exemple, je sais déjà quel est le montant de l'inscription. Donc, je vais en connaissance de cause. On ne t'a pas obligé, mais c'est toi-même qui es allé en sachant que l'inscription, c'est peut-être 30 000 francs. D'accord. C'est ce que je voulais donner comme précision. Monsieur Charles Peumont, oui. Je ne m'adresse pas à l'éditeur, je m'adresse au père de famille. Alors, quel est votre sentiment par rapport à tout ce qui a été dit à ce stade de l'émission? Oui, moi, c'est cette expression, je pense que c'est une formule du ministère de l'Éducation nationale. L'école est gratuite, mais l'éducation est... Écoutez, ce n'est pas gratuit. Est-ce que les ouvrages, est-ce que les cahiers, on les offre à l'école? Oui. Il y a des kits qu'on donne aux élèves. J'ai dit au niveau du primaire, de l'enseignement primaire. Au niveau du primaire? Oui, au niveau de l'enseignement primaire. Il y a la tenue. Oui, il y a la tenue. Et puis, il y a le transport pour aller à l'école. Vous voyez, les parents traînent les pas. Si tout était vraiment aussi gratuit, je pense que les parents n'auraient pas aussi traîné les pas. On vient devant un élément. On n'était pas là. C'est un élément réel. Ça, c'est juste un échantillon.
Mais quand on prend ça au niveau national, on voit que, évidemment, comme dirait M. Kadio, le niveau de paupérisation de la population est tel que c'est difficile. Bon, en même temps aussi, aucun gouvernement aujourd'hui ne peut se dire qu'il va prendre en charge la totalité. Oui. Et donc, là, c'est le parent d'élève qui parle maintenant. Pour l'éducation de nos enfants, nous sommes obligés de nous préparer. De même qu'on se prépare pour se marier, de même qu'on se prépare même à des funérailles, on dépense beaucoup d'argent à des funérailles, il faut que chaque parent conçoive qu'à partir de septembre, il y a la rentrée scolaire et qu'à partir de janvier, il puisse quand même mettre un peu d'argent de côté pour l'éducation des enfants. Parce que si les enfants ne sont pas éduqués, quel genre de citoyens nous allons avoir demain pour transformer notre économie? Et donc, je pense que l'accompagnement du gouvernement doit être un peu plus fort. Maintenant, moi, en tant que parent d'élèves, je souhaiterais véritablement qu'on l'envoie. Parce qu'on fait l'inscription en ligne et puis après, on fait l'inscription en présentiel. Bon, moi, je pense que... Vous voulez qu'on harmonise? Oui, c'est-à-dire que pour moi, si moi j'étais ministre de l'Éducation nationale, on fait l'éducation en présentiel et puis les informaticiens au sein de l'établissement vont numériser. Vous voyez, je pense qu'il faut qu'on voit, parce que je pense qu'on a beaucoup de parents qui sont analphabètes. Voilà, le taux d'analphabétisme est tellement élevé en Afrique que faire inscription en ligne et puis inscription en présentiel, je pense que c'est ça qui fait que c'est un peu lourd. Si on peut simplifier la machine, ce serait peut-être bien. C'est juste ma proposition de parent d'élève. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, vous voulez intervenir, juste après, vous aurez la parole. Monsieur Kadio, vous avez des propos complémentaires tout à l'heure. Voilà, je crois que je vais relever un peu ce que madame a dit. Les ouvrages scolaires ou primaires, les livres sont payés par les parents. Ça dépend. Les kits qu'on donne, les kits ne contiennent pas tous les livres. Il y a quelques cahiers et tout. Ces kits-là sont pauvres. Alors, et donc, il faut que... Madame Sylvie, qu'est-ce que contient le kit? Vous allez continuer. Qu'est-ce que contient le kit? Normalement, le kit est fait en fonction du niveau de l'élève. Disons, prenons le CP2. Qu'est-ce qu'il contient à peu près? Le CP2, vous avez deux cahiers. Vous avez le paquet de craie. Vous avez une règle, vous avez un bic, un crayon. Non, et peut-être une ardoise aussi. Deux bics. Comment? Une ardoise aussi, peut-être? Oui, une ardoise, parce que c'est indispensable s'il y a la craie. En fonction du niveau, le contenu du kit évolue. Maintenant, concernant les manuels scolaires, je suis formelle pour dire qu'au niveau de l'enseignement primaire public, les manuels sont donnés gratuitement. D'accord. Monsieur Kadio, qu'est-ce que vous avez constaté? Maintenant, si c'est le privé, tant mieux alors. Là, voilà. Tant mieux, mais je vais vérifier. Maintenant, j'ai une préoccupation. Oui. Elle nous dit que les inscriptions en ligne, n'est-ce pas, sont à 58%. C'est ça? Oui, 58,5%. 58,5%. Oui. Mais ça veut dire que les autres, là, à quel moment on va les inscrire? En ligne d'abord, avant d'aller faire en présentiel dans les écoles. Oui. Alors, à quel moment l'effectivité du travail va se faire? Ça me préoccupe. D'accord. Voilà. Alors, moi, mon intervention va être très simple. Je pense que lorsque nous sommes à ce type de débat, en tout cas, l'objectif du président de l'association des libraires que je suis, c'est d'abord de venir donner l'information aux populations et surtout de donner la vraie information à nos décideurs. J'estime qu'une émission comme ça, le président de la République, le Premier ministre ils sont calés. La suit. Oui. Alors, il faut savoir que lorsqu'on nous dit que les fournitures sont données aux enfants, les kits scolaires, ce n'est pas vrai. Parce que je suis un acteur, tous les enfants ne sont pas couverts par les kits scolaires. Ça, c'est la première chose. Et les kits scolaires, on pourra en parler, c'est encore une autre problématique. Les kits scolaires, d'abord, le contenu, la qualité de ce contenu-là, à quel moment ces kits sont distribués. Voilà. Pour vous dire, nous, en tant que libraires, on y assiste. C'est un débat qu'on a avec le ministère. Ces kits ne sont pas confiés à des professionnels. On va donner à nos enfants des outils qui ne sont même pas aux normes. Et souvent, ces personnes à qui on les donne ne peuvent même pas les livrer. L'année dernière, on a eu des régions entières qui n'ont pas reçu du kit parce que les adjudicataires n'ont pas pu les respecter. Donc, c'est des sujets
il faut les exposer pour qu'on puisse trouver des solutions définitives. Donc vous, en tant que libraire, vous avez des parents d'enfants de toute petite classe qui viennent acheter des kits. Bien sûr. Parce qu'il n'y en a pas de disponibles dans les écoles. Bien sûr. Et chacun de nous, nous avons donc des familles, nous avons des villages, nous avons des quartiers. Nous voyons bien que nous mettons la main à la poche pour offrir à nos parents ce qu'il faut pour aller à l'école. Donc, en tant qu'acteur, nous ne pouvons pas accepter que ce soit affirmé qu'on donne les kits gratuitement pour certains sujets sur lesquels, les professionnels que nous sommes, nous nous proposons en fait d'apporter des solutions. Donc, c'est à ces solutions-là qu'il faut réfléchir. Pour le manuel scolaire est donné gratuitement. Il y a quelques manuels qui sont donnés gratuitement à travers certains programmes comme le PAGDS. Et au niveau de certaines interventions, il y a eu une politique un peu de prêt il y a quelque temps, mais qui ne fonctionne pas. Donc, dans la réalité, l'acquisition en fait, de ces manuels par les enfants dans les écoles, ce n'est pas vrai, ce n'est pas réaliste. Donc, ensemble, nous devons réfléchir pour que ça soit une vraie réalité et que nous le constatons sur le terrain. C'est en tant que professionnel que je parle. Très bien. Madame, juste avant que l'on... Les choses peuvent être améliorées. Je vais bien évidemment vous demander de réagir. Oui, moi je suis quand même étonnée d'entendre que le manuel n'est pas donné gratuitement. Parce que l'année passée déjà, il y a eu des manuels qui ont été distribués, les manuels de CP1, CP2, les manuels de CE1, CE2, qui ont été distribués. Et vous avez parlé du PAGDS. Moi, j'ai travaillé le PAGDS et au bout du fil, il y a eu des manuels qui ont été distribués. Les manuels, il faut le dire, les manuels qui ont été distribués, c'était le manuel de français et le manuel de mathématiques. Mais dans la classe, il y a bien d'autres manuels qui ne sont pas distribués gratuitement. Donc, quand on donne l'information, il faut la donner avec précision. Non, je vais dire que normalement, les manuels sont donnés gratuitement. Pas tous. Non. Il peut me dire que l'année passée, on a donné les manuels de mathématiques et de français. D'accord. Mais les manuels d'histoire et géo, de sciences et techno, DDSC, sont des manuels... gratuitement. Non. C'est des manuels qui ont été distribués gratuitement. Vous pouvez me dire que ces manuels-là, peut-être qu'il n'y en a pas suffisamment dans les classes, peut-être qu'il n'y en a pas suffisamment dans les écoles. Vous ne tenez pas compte mais c'est des manuels qui ont été distribués. Pour mettre à disposition les différents ouvrages. Oui. On a choisi de donner les manuels de mathématiques et de français l'année passée. Mais nous continuons. C'est-à-dire qu'actuellement, nous sortons de différents ateliers et nous sommes en train de finaliser l'écriture des manuels au niveau du CIEM et au niveau du CE. Mais ça ne veut pas dire que ces manuels sont totalement absents dans les ça veut dire quoi? Avec quoi est-ce que les élèves travaillent? Pas encore. Ça va être donné. Mais pour le moment, sur le terrain, donc ça veut dire que c'est pas... Je voudrais donner des précisions. Je voudrais dire, prenez l'exemple que... Attendez, s'il vous plaît. Elle a la parole. Des documents ont été donnés. Des documents ont été donnés, d'accord. Et puis maintenant, nous avons fait de nouveaux manuels de mathématiques et de français qui ont été donnés l'année passée. Et les autres disciplines? Parce que là, vous parlez les autres disciplines, je répète que nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais la rentrée est effective. Donc avec mais ces documents n'ont pas été donnés cette année. Mais je vais dire, par exemple, qu'il y a 3 ans, par exemple, ces documents ont été donnés gratuitement. Bon, parlons concrètement de cette rentrée scolaire. Parlons de cette rentrée scolaire. Ce n'est pas des documents que les enfants achètent. C'est des documents qui ont été donnés. Il peut me dire que dans une école, peut-être que ces documents ne sont pas suffisants et que peut-être que les enseignants ont demandé que les parents aient acheté ces documents en attendant que l'État de Côte d'Ivoire distribue ces manuels. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage? La rentrée scolaire est effective et les éléments ne sont pas disponibles au point où les parents sont obligés de chercher des solutions si les documents sont censés être gratuits et à disposition. Bon, c'est toujours la question de disponibilité de moyens. C'est-à-dire que lorsque nous, on finit de concevoir des documents, et que nous devons faire un travail avec les maisons d'édition. Les maisons d'édition ne travaillent pas gratuitement. Les maisons d'édition ne travaillent pas gratuitement. Nous devons travailler avec eux et nous devons faire la production des manuels. Donc, à ce niveau, si on a pu produire certains, on n'a peut-être pas pu produire tout, mais je ne peux pas dire que vraiment, si je vais dans les écoles, ce que je veux lui faire comprendre, ce que je veux faire comprendre à M. Yediti, je vais lui faire comprendre que les manuels d'histoire et géo, de sciences et techno ont été donnés gratuitement. Peut-être qu'aujourd'hui,
Si sur 100 manuels que je devais avoir dans l'école, j'ai peut-être 50 manuels, ces 50 manuels n'ont pas été payés, ces 50 manuels ont été donnés. Maintenant, s'il y a un reliquat de 50, peut-être qu'on peut solliciter les parents pour dire, en attendant que le ministère vous envoie le reste des manuels. Pourquoi le nombre de manuels disponibles n'est pas en adéquation avec le nombre d'élèves inscrits, par exemple? Mais ça veut dire que vous avez au niveau du primaire, tout ce que je suis en train de dire, c'est au niveau du primaire, puis il y a la gratuité. Vous savez que quand vous mettez un manuel à la disposition d'un enfant, en fonction de son âge, il l'abîme très rapidement. Vous constaterez que les enfants de CP abîment plus vite les manuels que les enfants de CM. Donc, compte tenu du fait que ces manuels ont plus de 3 ans sur le terrain, évidemment, il y en a qui sont abîmés, qu'il faut remplacer. Je suis d'accord avec lui qu'il faut remplacer, mais je ne suis pas d'accord pour dire que les manuels qui ont été donnés n'étaient pas donnés gratuitement. Vous avez des moyens de contrôle, vous pouvez anticiper également. Je confirme et je pense que c'est le rôle de l'association des parents. On va lui donner rapidement la parole. De faire le point sur le terrain. Je confirme qu'il y a eu des manuels qui ont été donnés puisque nous participons à la distribution. À la distribution. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans une classe, il y a plusieurs manuels. Quand on dit que les manuels sont donnés gratuitement, il faut d'abord citer les manuels qui ont été donnés gratuitement. Quand je prends le cas du CP1 et CP2, ça a été le manuel de lecture et le manuel de mathématiques. Oui. Les autres manuels n'ont pas été donnés gratuitement, donc sont à la charge des parents. Ainsi de suite dans les autres classes. Aujourd'hui, nous en sommes au CE. Donc, après, on va passer au CM1, au CM2, mais sur des ouvrages bien cités. Oui. Et sur ça, je reviens là-dessus, il faut qu'il y ait une communication qui soit très claire vis-à-vis des parents d'élèves. Avant la rentrée, on doit être capable de dire aux parents d'élèves, cette année, la gratuité va porter sur tel et tel ouvrage, de façon à ce que le parent de l'élève sache quel est l'ouvrage qu'il attend d'avoir gratuitement. Pour les autres. Et ensuite, est-ce que, il faut le dire, l'ensemble souvent des enfants ne sont pas couverts, parce que l'État fait ce qu'il peut, mais quelquefois, ce n'est pas à 100% que nous avons la disponibilité de ces ouvrages. Donc, ceux qui ne l'ont pas gratuitement sont obligés donc, de l'acquérir. C'est un sujet qui est tellement profond, donc je pense qu'il faut l'organiser, il faut le réfléchir avec les acteurs et les professionnels de la chose. Donc, ça veut dire qu'à ce stade de l'émission, on retient que l'école n'est pas gratuite, que l'enseignement, la formation a un coût. Maintenant, il y a une subvention, une assistance de l'État. Et dans certaines proportions, l'État fait ce qu'il peut, mais beaucoup encore reste à faire et vous en avez conscience. Bien sûr. Elle nous a rejoint à la fin de son discours. Elle nous a rejoint. Elle a précisé qu'il y a 2 manuels, français et mathématiques. Il y a beaucoup de disciplines. Et en plus, M. Yedeti, il parle de la couverture totale parce que je pense que tous les enfants de Côte d'Ivoire doivent avoir la même chance. C'est normal, il faut que ce soit équitablement réparti. Voilà. Très bien. Alors, il y a des régions entières, comme il a dit. D'accord. Alors, je vous reprends la parole, M. Charles Peumont, pour annoncer que nous avons un deuxième élément de reportage qui va être essentiellement le corps donc, de cette émission, c'est-à-dire la disponibilité et l'accessibilité des différents manuels scolaires. Et c'est un élément signé Davis Oyo. À chaque rentrée scolaire, c'est le même exercice auquel sont soumis les parents d'élèves. La course au manuel scolaire. Depuis ce matin, Maury, père de 3 enfants, est à sa 4e librairie. Je suis venu chercher les livres, mais vraiment, les livres manquent. Voilà. Je suis allé même à Djamé, au plateau. Je cherchais le livre de art plastique, 3e. Et puis ECM et Dilis. Plus ma fille qui est au CE2, il y a un livre de CE2 qui manque. On m'appelle ça en mathématiques. On me dit École et Nation. Tout ce qui vient maintenant, c'est autre édition. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Voilà, donc vraiment, on souffre, les parents souffrent. Dans les rayons de cette librairie de Cocody, fatigue, incompréhension et colère gagnent certains parents. Chaque année, il faut changer des livres, il faut changer des livres, il faut changer des livres. Et ça perturbe tout le monde. Les livres en fait édités qui sont sur la liste des fournitures, sincèrement on ne comprend pas. Parce qu'il faudrait que les livres soient disponibles et puis ensuite dire aux parents les livres qui sont disponibles pour qu'on puisse souvent les acheter. Mais quand les livres ne sont pas disponibles, non encore édités, c'est encore difficile pour les parents.
Rupture de stock, manuels non édités, des préoccupations que tente d'expliquer sans cesse cet employé. Au niveau des éditeurs, le manuel n'est pas encore arrivé. C'est ce qui fait qu'il y a un appui total. Sinon, d'ici peu de temps, ça va venir tout. On les a appelés, ils vont dire que tout va rentrer dans l'ordre, ça peut aller. Autre enseigne, même décor et même son de cloche. J'ai juste eu une partie des manuels, juste une partie. Ben, les autres parties, on me dit que ce n'est pas encore disponible. Ben, comme c'est une nouvelle édition, certainement que ça tape un peu. Je suis à ma 3e librairie depuis la rentrée. C'est pas évident, franchement, c'est pas évident. J'avais déjà fait ici. Certains livres n'étaient pas disponibles et je suis revenue aujourd'hui encore. En tout cas, c'est venir, partir, revenir. À côté de l'indisponibilité des manuels scolaires, le coût élevé de ces fournitures inquiète également les parents d'élèves. Le constat que je fais sur le terrain, c'est que les manuels d'une librairie à une autre, il y a une petite différence de prix. Cette année, les manuels sont très coûteux. On a acheté à 3 000 francs, aujourd'hui c'est 4 500. Le même manuel, oui, l'année dernière, on en a acheté. Pour s'offrir des manuels à moindre coût, Marina semble avoir trouvé une solution, s'approvisionner dans les librairies informelles. Malheureusement, cet habitué des librairies communément appelées librairies par terre et ses amis sont confrontés aux mêmes réalités. Non, sincèrement, c'est cher. C'est cher. Cette année-là, les prix des trucs là, les livres là sont trop chers. Les cahiers, tout est élevé. Des réalités que les libraires tentent d'expliquer. L'augmentation, les fabricants disent que compte tenu de la crise mondiale et dû aussi à d'autres augmentations par rapport à des transports. Donc c'est pour cela que ces documents-là sont un peu augmentés. Sinon, je ne sais pas pour quelle raison. Oui, non, ce n'est pas de notre faute. Nous sommes là seulement que pour vendre. En attendant la disponibilité des manuels scolaires et la réduction du coût de ces fournitures, le calvaire des parents d'élèves continue. C'est vrai, ça, c'est vrai. Alors, c'est un élément très riche, beaucoup de questions soulevées, beaucoup d'interrogations, beaucoup de raisons de discussion également. Je vais vous demander à chacun de réagir. Et nous avons également le public qui commence à réagir, les téléspectateurs. Quels sont les livres au programme cette année au collège dans toutes les disciplines? Quelle édition? J'aimerais savoir pourquoi, ça c'était Monsieur Zanhou et tout. Maintenant, Koulibaly Amadou, j'aimerais savoir pourquoi chaque année les manuels scolaires sont différents d'une école à une autre. Et puis ensuite, on a Monsieur Toé Adama. Il nous dit pourquoi on change de manuel chaque année. Bon, alors, on va, de manière générale, je vais commencer à donner la parole à Monsieur Kadio. Oui. Il n'a pas beaucoup parlé. Tu ne m'interroges pas. Voilà qui rectifie alors. Voilà. Ok, allez-y. Donc, le livre est indispensable. Le livre est comme pour le planteur, la machette pour aller au champ. Oui. Si le planteur n'a pas de machette ou de tracteur, pour ceux qui sont perfectionnés, il n'y a pas de travail. Donc c'est important et donc on doit vraiment encadrer cela. L'État doit pouvoir se décider. Les libraires et tout ça, ce n'est pas les producteurs qui peuvent manquer. Il faut encadrer cela pour que nous ayons les livres pour nos enfants. Uniformiser les choses, harmoniser tout cela. Et puis, prévoir. Gouverner, c'est prévoir. D'accord. Si on attend la rentrée pour poser tel acte, eh bien, on est en déphasage. Tout à fait. Au bout du compte, on a le résultat qu'on a, et puis tout le temps, on a le 30% d'admission, le BPC au bac. C'est cela. D'accord. Alors là, le parent d'élève a vraiment travail qu'il faut mettre camper le problème pour qu'en aval, nous puissions avoir les résultats qu'on attend. D'accord. Alors on attend des résultats. Maintenant, on va comprendre les raisons qui justement emmènent toutes ces différentes préoccupations et cette absence de disponibilité. Alors, première des choses que j'aimerais vous poser comme question, le choix des manuels scolaires est défini par donc, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. On est d'accord. Alors, vous travaillez avec qui pour cela? Est-ce que vous travaillez avec les éditeurs? Est-ce que vous travaillez avec les écoles? Qui associez-vous pour le choix et le contenu du programme? Bien. Il y a deux cas. Dans le cas de l'enseignement primaire, il faut relever que le manuel scolaire est conçu au niveau du ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire dans la structure que moi je dirige, c'est là-bas que le manuel est conçu
et après la conception, il y a un appel d'offres. L'appel d'offres à l'égard des éditeurs. Et les meilleurs éditeurs sont retenus, peut-être que par rapport au coût aussi. Et nous travaillons à ce que le manuel sorte et soit dans la main de l'élève. D'accord. À ce stade, vous parlez d'appel d'offres. Ça, c'est au niveau du primaire. Oui, on va s'arrêter là, vous allez continuer. On parle d'appel d'offres, on parle des éditeurs qui doivent soumissionner à l'appel d'offres. Est-ce que c'est le cas? Combien d'éditeurs en Côte d'Ivoire? Et puis, est-ce que vous soumissionnez pour faire partie des éditeurs retenus pour justement éditer avant que le circuit n'atterrisse en librairie? En tout cas, je pense que c'est un cas idéal, en fait, dit comme ça. Je sais qu'en 2004, il y avait la Banque mondiale qui avait soumis à appel d'offres la réédition de certain nombre d'ouvrages qui étaient déjà en possession de NI et de CEDA. Et le marché était ouvert et Bioni a pu en avoir, Pussy a pu en avoir. Mais le constat que nous faisons de façon générale, nous en tant qu'association, c'est que s'il y a appel d'offres, il n'y a pas assez de communication autour. Parce que l'ensemble des éditeurs n'est même pas informé. J'avais été invité au séminaire à Yamsoukrosu Bonamas. Bonamas, qu'est-ce que c'est? En deux termes. C'est l'éducation nationale, je crois que c'est un système de prêt d'ouvrage. C'est la bourse nationale du manuel scolaire. D'accord. Voilà. Et là, moi, on m'invite en tant que président des éditeurs. J'y vais et je découvre qu'il y a un certain nombre d'éditeurs qui sont en train de travailler déjà sur des contenus didactiques, alors qu'au sein des éditeurs, les autres n'étaient pas au courant. Donc, tout porte à croire qu'il y a un ensemble d'éditeurs privilégiés qui ont certainement leurs entrées au niveau du ministère et qui sont informés. Mais il n'y a pas une communication ouverte comme ça qui nous permette à tous les éditeurs, par exemple aux 35 membres de l'ACEDI qui sont des éditeurs professionnels, savoir qu'il y a un appel d'offres sur tel titre, sur tel titre. Et puis, il y a... Ce que vous dites... c'est la réalité. C'est la réalité. Bon. Maintenant... Non, on va rester déjà là-dessus. Oui. Ce que vous dites. Vous êtes en train de nous dire que tous les éditeurs qui sont à peu près 35... Bon, je ne sais pas des éditeurs professionnels qui sont membres de la CEDI, mais il y a quelques éditeurs. Et là, il y a une magie. Attendez, ces 35 éditeurs, vous voulez nous dire que ces 35 éditeurs ne sont pas au même niveau d'information associés donc, à l'appel d'offres pour soumissionner, par exemple, en ce qui concerne la rentrée scolaire 2023-2024, n'ont pas été associés pour l'édition des ouvrages. Et à côté de cela, il y a des éditeurs qui poussent comme des champignons et qui ont des manuels scolaires et on ne les a pas vus dans l'association. Ce sont des éditeurs qui ne sont pas agréés, s'ils poussent comme des champignons. Que nous, on n'a pas vus à l'œuvre, parce que quand même, les éditeurs en Côte d'Ivoire, ils sont connus. Les éditeurs professionnels, on peut les citer, même si on ne peut pas citer les 35, on peut en citer peut-être une vingtaine qui sont bien connus. Alors, les éditeurs répertoriés appartiennent à votre association? Oui. D'accord. Alors, il y a des manuels scolaires qui apparaissent, et puis on voit qu'il y a tel éditeur et qui n'est même pas membre de l'association. Et après, quand on se renseigne, on voit que c'est un éditeur à peu près qui est né ex nihilo parce qu'il était un groupe de personnes qui sont informées qu'il a certainement un appel d'offres, ils se constituent en société et puis ils ont des parts de marché. Et cela pénalise les éditeurs professionnels que nous sommes. À ce stade, je vous arrête, madame, parce que c'est assez précis comme, je dirais, interpellation. Pour ne pas dire accusation comme interpellation, pour rester dans le bon ton. Oui. Alors, dites-nous, en ce qui concerne la mise à disposition de l'appel d'offres pour que tous les éditeurs agréés, qui ont donc fédéré, soient informés et puissent soumissionner. Qu'est-ce qu'il y en est des accusations qu'il dit? En fait, je pense qu'il est responsable de ce qu'il dit. Oui. Il est sur un plateau de télévision et puis il affirme des choses. Moi, je ne peux pas réagir directement par rapport à ce qu'il a dit. Oui. Mais je sais qu'il y a une direction, la direction des affaires financières, qui pilote tout le processus de l'appel d'offres. Et moi, je suis étonnée qu'ils disent que tout le monde n'est pas informé. Il est le président des éditeurs. Comment se fait-il que certains éditeurs qui sont de son association sont formés, sont informés, et puis lui qui est le président, il n'est pas informé? Moi, je ne peux pas aller dans leur association pour gérer comment est-ce que les choses se passent là-bas. Mais moi, je dis que chez nous, il y a une direction qui s'occupe de l'appel d'offres et il y a un processus qui est respecté à ce niveau de la direction. Moi, je ne suis pas de cette direction,
Mais je sais qu'il y a une direction qui s'occupe de l'appel d'offres. D'accord, vous avez les preuves? Il n'y a pas d'appel d'offres. Attendez, Oui. Vous avez des preuves de ce que vous dites lorsque, bien sûr. De toute façon, par exemple, il y a des... J'ai communiqué avec l'ensemble des éditeurs avant de venir ici. Je posais ma question de savoir, quand vous étiez tout à l'heure en train d'expliquer qu'il y a des éditeurs qui signent et ils ne font même pas partie de l'association. Est-ce pour autant que ce ne soient pas des éditeurs agréés? Qui donne l'agrément? Non, de toute façon, nous sommes dans un pays libéral, donc vous pouvez vous constituer en société à 5 jours même d'un appel d'offres si vous êtes informé. Ça, on peut pas leur en vouloir pour ça. Mais je dis que l'ensemble des éditeurs n'est pas au même niveau d'information comme quoi il y a un appel d'offres. Et ça même, je l'ai dit publiquement, il y avait le doyen à Bonamas, j'étais tous là-bas à Bonamas, je l'ai dit que moi j'ai tombé des nues. Vous savoir que même pour Bonamas, il y a un ensemble d'éditeurs qui ont déjà eu des marchés et qui sont de l'exécuter, alors que l'information n'a pas été vraiment rendue publique. Mais il y a un réseau. Et puis, Mme Silhouet s'étonne, mais elle n'a pas trop à s'étonner parce que quand il s'agit de livres scolaires, il y a certaines personnes qui avaient déjà leurs entrées et donc qui maintiennent cela. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que l'information soit rendue publique pour que tous les éditeurs puissent... Vous sous-entendez que l'information est privée et que les appels d'offres sont faits de gré à gré? La n'est pas assez ouverte, donc ça n'arrive pas à tous les éditeurs. Je vous demande une dernière fois de réagir et puis nous allons faire évoluer un peu la discussion. Et ça, c'est une réalité. Bon. À moins que vous ne souhaitiez pas réagir. Oui, je voulais relever que le nombre d'éditeurs a augmenté. D'accord. Et au départ, il y avait quelques maisons d'édition, 2 ou 3 maisons, 4, avec lesquelles nous travaillons. Vous êtes d'accord avec moi que quand quelqu'un a de l'expérience aussi, lorsque on fait un appel d'offres, peut-être que la présentation de ce qu'il a déjà fait rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que la compétence de cette maison rentre en ligne de compte. Donc, il y a de nouvelles maisons d'édition. Je ne peux pas attester qu'une maison qui vient juste d'être créée peut être mise au même niveau qu'une maison qui a 20 ans d'expérience. Vraiment, je ne peux pas l'attester. D'accord. Alors, s'il vous plaît. On va continuer, mais juste avant, je voudrais qu'on puisse intégrer quand même les personnes qui nous font l'amitié de nous suivre. Quel est le rôle de M. Moussa Sanogo? Quel est le rôle de l'association des parents d'élèves? Quelles sont les démarches qu'ils ont effectuées pour une amélioration de l'école en Côte d'Ivoire? On a l'impression qu'il existe juste quand il y a débat à la télévision. Monsieur Kadio, ce sera pour vous. Alors, est-ce possible qu'un inspecteur puisse imposer l'achat de matériel dans une école privée? Excusez-moi, ma question est adressée à la dame. C'est possible de connaître le nombre d'ouvrages pour la classe de CP1, CP2 qui doivent être édités et par qui? Alors, pourquoi ne pas mettre les manuels scolaires à la disposition des établissements avant l'ouverture des classes? Quels sont les livres-programmes? Quelle année au collège? Cette année au collège, dans toutes les disciplines, quelle édition? Pourquoi est-ce que l'on change des manuels chaque année? Bon, ça regroupe un peu tout ce dont on va parler. Monsieur Kadio, rapidement, on vous trouve un peu absent, allez-y. Ce monsieur-là, je pense qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que nous avons nos bureaux, nos locaux et tout ça. Il devrait pouvoir aller nous voir et nous poser ces questions là-bas. Ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'il va le dire. Nous, parents d'élèves, cette guéguerre-là, ça n'est pas notre problème. Pour nous, il faut que nos enfants aient des documents pour travailler à l'école et réussir. C'est ça qui est important. Donc, il faudra que le ministère puisse faire son appel d'offres et tout ça, choisir les éditeurs qui vont imprimer les livres en quantité suffisante pour qu'il n'y ait pas cette souffrance-là des parents qui vont passer de librairie en librairie sans avoir les livres. Ils vont même à la librairie par terre, il n'y en a pas. Et ça, c'est un problème. Il faut qu'on règle cela. Voilà. Alors, dites-nous, vous n'êtes pas intervenu depuis un certain temps, même si vous êtes en bout de chaîne. Oui, alors, mais nous connaissons les problématiques du livre. Hein. Oui. Le problème que vous posez, comme je dis à chaque fois lorsque nous sommes sur un plateau, c'est toujours pour voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut apporter comme amélioration. Oui. Vous avez écouté tout à l'heure les téléspectateurs qui ont réagi. Il y a un problème. Alors, je parle sous le couvert de Mme Silhouet, qui a une très bonne expérience et qui a un service qui est important. Oui. C'est-à-dire, le rôle de son service, c'est de concevoir des manuels. Alors, aujourd'hui, je pense que le service de Mme Silhouet, on ne l'a pas laissé faire son travail. On a une foison de manuels qui sont, depuis quelques années, qui sont sortis sur le marché. Et nous, en tant que libraires, on ne sait même plus à quel sein se vouer à la rentrée. Et alors,
j'ai ramené la liste, par exemple, des manuels. Quand vous prenez une classe, déjà, il y a ce qu'on appelle les manuels agréés. Il y a une longue liste par titre, par classe et par matière. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les manuels recommandés, A, et puis les manuels recommandés B. Bon, tout ça, le service de Mme Siloué est venu pour mettre de l'ordre dedans. Alors, à ce stade, qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'effectivement, quand on a un manuel agréé, recommandé, et puis une deuxième fois recommandé, ça veut dire que ça donne le choix aux établissements de proposer pour la même formation 3, 4, 5 manuels. Maintenant, comment l'éditeur se retrouve pour prévoir le stock en amont et comment le libraire commande, d'autant plus que c'est un peu à la veille de la rentrée que tout ça est su. Alors, dites-nous tout. Merci beaucoup. J'ai tout à l'heure parlé de l'enseignement primaire, mais je n'avais pas parlé de l'enseignement secondaire. Il faut dire qu'au niveau de l'enseignement secondaire, les libraires, les éditeurs ont les mains libres. C'est eux qui font la conception et la production des manuels. C'est-à-dire ils trouvent des auteurs et puis ils font la conception. C'est pas moi qui fais la conception? Nous, au niveau du centre, nous on fait la conception au niveau du primaire et nous avons encadré certaines maisons d'édition par rapport à la conception de certains documents de la 6e jusqu'en 3e. Voilà. Mais le marché de l'édition est libre. Et lorsque les éditeurs nous présentent des documents, c'est-à-dire qu'il y a une commission d'agrément pour agréer les documents qui respectent toutes les clauses, tous les critères de choix. C'est-à-dire les documents qui respectent le programme. Et puis, il faut dire qu'il y a des critères. Je prends par exemple le cas de la question du genre. Nous avons pris ça en compte dans le manuel, parce que le manuel est l'émanation du programme qui est quelque chose que l'État conçoit pour former les citoyens dont il a besoin. Donc, dans ce manuel, nous avons la prise en compte des personnes vulnérables, nous avons la prise en compte des handicapés et nous avons les stéréotypes qui ne doivent pas être présents dans ces manuels-là. Donc, lorsque un manuel respecte tous ces critères-là, nous faisons le choix. Et pourquoi 5 manuels par niveau? Je prends l'exemple, c'est-à-dire que si je suis en 6e et que je dois prendre le manuel de physique-chimie, on a 5 manuels de physique-chimie au niveau de la 6e. Compte tenu du fait que nous avons beaucoup d'éditeurs et quelquefois il y a la pression. Alors, non seulement il y a beaucoup d'éditeurs, mais il faut dire que nous mettons ces manuels-là au choix. Et c'est au niveau des unités pédagogiques, c'est-à-dire qu'au niveau de chaque groupe scolaire ou au niveau de chaque lycée, les enseignants se doivent de se réunir, de visiter tous les manuels, ces 5 manuels-là, et de faire le choix d'un manuel. Mais le choix, est-ce qu'il est valable sur toute l'étendue du territoire ou il est valable selon l'établissement? C'est même valable selon la direction régionale. C'est-à-dire qu'au niveau de Korogo, la direction régionale de Korogo peut, avec les unités pédagogiques des différents lycées, décider que voilà le manuel de 6e de telle maison d'édition que nous prenons. À Mans, ça peut être le manuel de telle autre maison d'édition. Donc c'est comme ça. Nous préférons, en fait, nous n'avons pas voulu faire le choix d'un manuel pour que ça soit le manuel qui est sur tout le territoire national, Parce qu'aujourd'hui, avant, il y avait peut-être un éditeur, 2 éditeurs, mais aujourd'hui, nous avons 35 éditeurs d'après le président. Donc, c'est par rapport à la profusion, s'il vous plaît, c'est par rapport à la profusion des éditeurs que vous avez choisi d'avoir cette multiplicité de propositions. Non seulement c'est par rapport au nombre d'éditeurs, mais c'est par rapport au fait aussi que l'enfant peut avoir le choix de plusieurs contenus. Certes, les manuels respectent le programme. Ce n'est pas l'enfant qui choisit. Ce n'est pas l'enfant qui choisit. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai le manuel A, mon père peut vouloir prendre le manuel B pour que non seulement je travaille le manuel A, mais je peux aussi travailler le manuel B pour enrichir ma connaissance. Parce que les problèmes là se traitent de plusieurs façons. Si vous avez un exercice,
il y a plusieurs façons de traiter un exercice. Et les manuels n'abordent pas les choses de la même façon. Certes, c'est le même programme, mais ce n'est pas présenté de la même façon. À ce stade des propos de Mme Sylvie, je vais vous demander de réagir, monsieur. En le faisant de cette façon, oui. Est-ce qu'on ne crée pas des problèmes à ceux qui cherchent les documents? Est-ce que le ministère contrôle le contenu de tous ces manuels-là? Oui. Les 5 que vous choisissez? Oui. Moi, oui. je pense que c'est un peu excessif. Attendez, il va de prendre 5 documents à la fois. Et donc, ça crée la confusion. Il faut fixer un manuel officiel. Et puis, à côté, le parent qui veut enrichir la formation de son enfant peut se chercher un manuel. Mais il faut vraiment déjà, à la base, un manuel pour tout le monde. Bon, 1 ou 2 livres, mais jusqu'à 5. Et puis, il ne faut pas faire l'affaire parce qu'il y a des éditeurs, il faut les contenter. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut produire les documents en quantité suffisante. Alors d'accord, on va arriver sur les solutions tout à l'heure, mais à ce stade-là, vous êtes contre cette multiplicité de... Multiplicité, ça pose problème à mon sens. À votre sens. Oui. Monsieur Plemot? Pour le secondaire, moi, je pense que ça, c'est une bonne démarche. Oui, parce qu'avant, vous aviez NEA. Non, on va éviter de citer, s'il vous plaît, les éditeurs. Comme c'était des maisons... C'est possible, on va éviter. Voilà. Maintenant, vous avez beaucoup de maisons privées oui. qui ont des capacités, qui ont des compétences. De toute façon, les contenus attendus, les contenus didactiques sont déjà définis par le ministère. Oui. Et donc, maintenant, en fonction de la sensibilité éditoriale de chaque maison, on produit des ouvrages. Mais les 5 en question ne sont pas obligatoires à la fois. Non. C'est-à-dire que les 5 respectent les contenus didactiques et les attentes du ministère de l'Éducation nationale. Et maintenant, ces 5-là sont en compétition par matière et une direction régionale peut décider. Et ça, maintenant, ça entraîne un vaste mouvement de lobbying en amont. Et c'est là que... Alors, vous pouvez développer votre pensée quand vous parlez de mouvement de lobbying? Ah oui, parce que moi, je suis éditeur A. J'ai les moyens d'envoyer des équipes pédagogiques, de couvrir tout le territoire pour vendre en griffe mon manuel. Parmi les 5 retenus. Maintenant, si un autre n'a pas, qui a peut-être la capacité, la compétence pour faire un livre de qualité, mais qui n'a pas les moyens de couvrir ce territoire, il va s'en dire que son livre peut ne même pas être retenu par une seule direction, puisqu'il y a une liberté de choix au niveau des unités pédagogiques. Voilà. Et donc, je pense que le ministère, parce que c'est quand même le ministère de l'Éducation nationale, peut trouver une solution pour dire que sur les 5, telle direction régionale, vous utilisez ça, telle autre direction régionale, vous utilisez ça, ça permettra à tous ces 5 ouvrages déjà qui respectent les contenus didactiques. Voilà. Donc on retient que vous êtes contre également, mais tout à l'heure vous aurez la latitude de donner vos pistes de solutions, mais on retient que vous êtes contre également par rapport à la stratégie en cours. Au secondaire, je suis d'accord. Je suis d'accord pour l'ouverture secondaire. Non, mais je pense que, bon, M. Plemont a essayé d'expliquer la chose en brossant, en ne disant pas les choses comme elles sont sur le terrain. Oui. Ça pose problème. Ça pose problème, autant au niveau d'abord des distributeurs que nous sommes, au niveau des libraires. Ça pose problème parce que l'éditeur est obligé d'aller passer des passe-droits avec les décideurs dans les draines. Ce qui a obligé d'ailleurs, Madame le ministre, à faire une note pour interdire la vente des ouvrages dans les écoles. Mais ça, il continue à le faire au détriment des libraires. Alors, vous soulevez 2 points importants. Vous parlez de passe-droit. Passe-droit, oui. Enfin, moi, j'ai préféré l'expression lobbying. Lobbying, il a dit. Passe-droit est tout simple. Oui, l'éditeur, pour pouvoir faire accepter son livre, il va passer des accords avec les responsables du DREN pour que son livre soit adopté dans ce DREN-là. Mais ça ne se fait pas gratuitement. Ça se fait en contrepartie, bien sûr, voilà, de passe-droit. Et nous, en général, quand ça se passe comme ça, il même saute le libraire et va en fait livrer directement en fait à ces acteurs-là sur le terrain pour que les livres soient vendus. Et c'est ce donc ça veut dire que vous nous dites que les livres sont vendus dans les établissements. Oui, là où il y a un décret. C'est quel décret qui a été pris? Le ministre a sorti il y a 2 ans le décret qui interdit formellement
la vente dans les écoles, mais dans le constat, on constate que cela se fait. Vous confirmez que le constat est fait, qu'il y a des... En tant que structure de tutelle, vous confirmez que malgré les décrets sortis... Elle est mal placée pour vous le dire. Mais si. C'est nous qui sommes les acteurs, les parents. La loi est sortie, il y a forcément des équipes de contrôle. Je peux quand même intervenir. Parce que, oui, bien sûr, parce que je suis quand même j'ai été quand même inspecteur de l'enseignement préscolaire primaire et j'ai exercé sur le terrain avant de venir en centrale pour dire que normalement, l'arrêté étant libellé, au niveau des écoles, il y a des contrôles. On peut me dire que le contrôle n'est pas à 100% effectué, mais il y a des contrôles parce que nous, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il y a une inspection générale qui est garante de tout ce qui est décidé au niveau du ministère. Donc, il y a non seulement les conseillers pédagogiques qui tournent, il y a les inspecteurs qui tournent, mais comme vous le savez, il y a toujours des brebis galeuses. Il y a toujours des brebis galeuses parce qu'il y a des enseignants qui vont te dire « moi, je veux tel ouvrage ». Et c'est par rapport à ça même qu'aujourd'hui, le projet dont il est en train de parler, le Bonamas, c'est-à-dire la bourse nationale du manuel scolaire, qui est un système de prélocation des manuels, est en train d'être mise sur pied. C'est-à-dire nous avons fait le pilotage l'année passée et cette année, nous sommes passés à échelle en 6e. De quoi il s'agit? On va acheter des livres qu'on va mettre à la disposition des élèves. L'État va acheter des livres qu'on va mettre à la disposition. Auprès des libraires, on espère. Oui, auprès des libraires, bien entendu. Qu'on va mettre à la disposition des élèves. Oui. Le problème on a fait la part belle à tel éditeur, à tel autre éditeur, on discute pour dire comment procéder pour que tous les éditeurs soient contentés. Mais nous sommes en début de processus. C'est-à-dire que 35 éditeurs, on ne pourra pas contenter tous les 35 maintenant. Mais nous sommes en 6e, on est en train de faire l'expérimentation en 5e. Nous comptons aller jusqu'en 3e et je suis sûre que quand on sera en 3e, la majorité des éditeurs sera contentée. Avec ce projet-là. En ce moment, la question d'aller surdoyer les uns et les autres, cette question ne va plus se poser. Donc, ça veut dire que si je dois aller dans une direction régionale pour surdoyer le directeur régional pour lui dire il faut prendre mon livre, je pense que ça ne sera plus. Parce que nous aurons les manuels dans les écoles et c'est au niveau des écoles que va se faire le dispatching au niveau des élèves. Alors, à ce stade... Si je peux me permettre, parce que la question, le sujet qu'on a touché, on peut aller beaucoup plus loin. Non seulement, il parle de passe-droit, mais de lobbying, mais parfois, il y a des avantages donnés directement à l'école qui fait qu'il y a des enseignants qui obligent les élèves à acheter les livres à l'école, en sautant un moyen essentiel de la chaîne du livre qu'on appelle le libraire. Et ça, c'est un problème. Et quand l'enfant vient en classe avec un livre, le même livret, acheté en librairie, le prof, il le retoque. Et il veut que ce soit acheté parce que quand il achète avec lui, il a un pourcentage. Je pense que le ministère doit mettre de l'ordre. Ce que vous dites, est-ce que vous pouvez apporter la preuve? Parce que ce sont quand même des accusations. Bon, écoutez, la pratique est telle que si vous faites une enquête, vous allez arriver au même résultat. Non, mais l'association des libraires est sur le terrain, donc nous faisons des enquêtes. La semaine prochaine, il y a d'ailleurs une association des libraires qui veut faire une conférence de presse là-dessus. On ne va pas avancer des choses sur des on-dit. Et c'est le rôle des parents d'élèves, puisque c'est eux qui le vivent directement dans les écoles, de le relever et de le dénoncer. Bien sûr. D'accord. Alors, moi, je voulais quand même... Oui, il y a des parents qui achètent les livres pour leurs enfants. Quand ils arrivent à l'école, on dit non, ton livre là, on ne prend pas ça ici. Il faut vous plaindre. Alors, en ce qui concerne les établissements, il est important de préciser que nous avons cherché à rentrer en contact avec des chefs d'établissement, directeurs d'établissement, pour justement leur permettre d'être également sur le plateau ou en élément de reportage, pour répondre également à ces différentes accusations. Mais malheureusement, toutes nos tentatives sont restées vaines. Ça, c'est à préciser, parce qu'on est au stade de la discussion où les chefs d'établissement sont indexés. Pas tous les chefs d'établissement, certains chefs d'établissement. Non, forcément, c'est pas
c'est pas tous. Mais dès l'instant où un est incriminé, je pense qu'on parle de la corporation. Absolument. Donc c'est bien pour ça qu'on généralise. Moi, je voulais intervenir là-dessus pour dire que, en tant que professeur, lorsque j'impose un manuel à un élève, là, le parent d'élève se doit d'aller se plaindre chez le chef d'établissement. Et si le chef d'établissement ne réagit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même l'inspection générale qui est là. Et moi, je sais que moi, je suis inspecteur de l'enseignement préscolaire primaire, mais avant d'être inspecteur, j'étais professeur. Je sais, par exemple, qu'il y a certaines personnes qui sont interpellées par l'inspection générale à partir du moment où Madame le ministre a émis un arrêté par rapport au fait qu'on ne doit pas vendre les manuels dans les écoles et même les livrets d'exercice dans les écoles. Je crois que lorsque quelque chose de ce genre se passe, on se doit d'informer le chef d'établissement et par ricochet... Qui se doit d'informer le chef d'établissement? Mais le parent d'élève. Moi, je suis parent d'élève. C'est sûrement une coutume générale. Et puis, quand on vient inscrire les enfants, l'objectif, c'est rapidement que l'enfant puisse être intégré, il ne va pas être marginalisé aussi. Mais c'est pour ça que je dis, avec le Bonamas, le nouveau projet là, tout ça là, on va mettre fin à cela. D'accord, alors notre public intervient. Monsieur Assalé nous dit aujourd'hui, pour cette rentrée scolaire, l'on constate que pour une même matière, le livre est édité par un éditeur et le cahier d'activité par un autre. Cela pose un véritable problème dans la mesure où les deux livres ne sont pas disponibles dans toutes les librairies. Problème. Les exercices du cahier d'activité sont-ils compatibles avec les leçons du livre? Monsieur Koné, pourquoi ne pas mettre les manuels scolaires à la disposition des établissements avant l'ouverture des classes? Monsieur Zanhou, quels sont les livres au programme cette année au collège et toutes les disciplines? Et puis bon, donc voilà un peu. Donc tout à l'heure, vous souhaitiez intervenir? Oui, mais même vos propos? Il ne s'agit pas de mettre les ouvrages dans l'établissement avant, mais il s'agit de donner la liste des ouvrages pour la rentrée suivante, là, en fin d'année, peut-être en accompagnant le bulletin, pour que les parents se rendent à la librairie. Parce que si vous sautez un maillon essentiel qu'est le libraire, vous êtes en train de tuer toute la chaîne. Je m'explique. La rentrée scolaire, c'est septembre, octobre, novembre, peut-être qu'en décembre. Mais pendant 12 mois, quels sont ces partenaires-là qui nous permettent de vendre la littérature générale, nos romans, nos essais, nos contes, nos théâtres, nos pièces de théâtre? Ce sont les libraires. Donc, si on doit avoir une masse financière qui circule à une période précise, il faut que cet acteur important de la chaîne du livre en bénéficie. Donc, il ne s'agira pas de mettre les livres au sein des établissements, à part peut-être les écoles confessionnelles, qui je crois, vous échappent, non? Oui. À part peut-être les écoles confessionnelles, mais pour l'éducation nationale, je pense qu'il faut qu'à cette période où il y a une manne financière qui jaillit, que le libraire puisse en profiter. D'accord. Nous allons bientôt aborder la troisième partie donc, de cette émission, les solutions que vous proposez pour régler les maux qui minent. Mais en parlant de maux, les parents ont interpellé sur le fait de l'indisponibilité des ouvrages. Et là, maintenant, on va parler du dernier maillon de la chaîne, qui est donc la librairie. Mais en amont, quand est-ce que vous mettez à disposition les différentes listes pour que les éditeurs s'organisent, afin que les libraires s'organisent? À quel moment est-ce que c'est disponible? Bien, la commission d'agrément des manuels scolaires se tient dans le mois de mai. C'est-à-dire qu'au plus tard, à la fin du mois de mai, la liste est diffusée sur toutes les plateformes du ministère de l'Éducation nationale et aussi de la direction de la pédagogie. Et cette liste est envoyée dans les directions régionales, de sorte que les directeurs régionaux puissent les diffuser aussi dans les lycées et puis dans les écoles primaires. Donc, logiquement, je pense que 2 mois avant même la rentrée, normalement, les écoles, comme il vient de le dire le président des éditeurs, on devait avoir la liste des ouvrages à la rentrée au même moment qu'on donne le bulletin de 3e trimestre, qu'on puisse donner ça, cette liste. Normalement, ou c'est comme ça que ça se passe? Normalement. Mais est-ce que c'est effectif? Est-ce que vous... Non, c'est pas effectif. 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 Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas effectif, là, vous confirmez? C'est pas effectif. C'est comme on appelle dans les écoles, les listes ne sont pas mises à disposition. Mais moi, je relève le fait que la liste des manuels agréés est diffusée, en tout cas à la fin du mois de mai. Parce que nous, on tient la commission dans le mois de mai
au cours du mois de mai et à la fin du mois, on met la liste à la disposition des différentes directions régionales. D'accord. D'accord, mais malheureusement, vous n'avez pas accès à cette liste-là pour pouvoir vous organiser pour ensuite livrer les librairies. Oui, c'est ce que l'on comprend. Non, mais même là, même au mois de mai-juin, c'est toujours possible. Mais il y a un autre problème qui entraîne tout ça. Parce que les coûts des intrants, c'est-à-dire que le papier, l'encre, la colle, le fil, tout ce qui rentre en ligne de compte de la fabrication d'un livre, quand c'est sur le territoire ivoirien, c'est trop cher. Donc, imprimer un livre avec un imprimeur de qualité, de territoire ivoirien, nous revient trop cher parce que les taxes, les impôts et tout ça sont très, très, très élevés sur les intrants. Oui. Mais en revanche, imprimer le même livre à l'étranger, en Inde ou en Chine, revient beaucoup moins cher. Donc, comme nous sommes dans une activité économique, parce qu'un éditeur, c'est un opérateur culturel, mais c'est également un opérateur économique qui cherche également à faire du bénéfice, il ne peut pas se permettre de passer les commandes pour les grands stocks comme 10 000 exemplaires, 50 000 exemplaires, 100 000 exemplaires de manuels scolaires, surtout pour le primaire. Ici, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va aller à l'étranger, ou fabriquer le livre, le transporter, le dédouaner et le mettre dans le circuit nous revient à l'unité moins cher que quand on fabrique ici. Alors, la distance, le transport, surtout par bateau, mais ça prend un mois et demi. Alors, si on a bien compris, c'est tout ça qui fait que... le contenu est disponible tard. Deuxièmement, produire en Côte d'Ivoire revient beaucoup plus cher que de produire à l'étranger, notamment en Chine et en Inde. Donc, il vous faut le temps également de produire et puis faire venir en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, c'est ce qui justifie. En plus, il y a la multiplicité d'ouvrages, donc sur lequel miser plus que sur l'autre. Donc ça, c'est en amont des raisons qui pourraient expliquer une des raisons, une des raisons, l'absence en librairie de l'ouvrage, raison pour laquelle le public nous dit qu'ils font 3-4 librairies sans trouver. Oui, bien sûr. À ce stade-là, c'est ça. Parce que en plus, c'est vrai que la fabrication est rapide à l'étranger, mais vous n'allez pas vous permettre de faire venir ça par avion. Ça va être excessivement cher et il va falloir répercuter ça sur le prix du livre. Donc c'est par bateau. Et parfois, c'est plusieurs éditeurs qui se mettent ensemble pour avoir le même conteneur. Et donc ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois avant que ce soit disponible et dédouané et puis après envoyé chez l'éditeur, chez le libraire. À chaque fois d'être pédagogique. Alors, on a parlé de ces différents problèmes. Et je pense qu'il faut savoir que ces problèmes ont des conséquences qui peuvent être dommageables. La première chose, je reviens toujours au service de Mme Siloué. Bien sûr. Il faut que nous revenions à ce qui a fait marcher le livre scolaire en Côte d'Ivoire. À l'époque, nous avons travaillé avec des collections. C'est-à-dire que le ministère travaille sur un contenu. Ce contenu, on peut le mettre 1 ou 2 collections par matière et par classe. Ça suffit. Parce qu'aujourd'hui, la démultiplication des titres par matière et par classe en disant qu'on veut contenter tous les éditeurs, je pense que ça, il faut l'oublier. Il y a assez de titres, je dirais, par niveau et par matière pour que les éditeurs soient contentés. Ce n'est pas ça le problème. On a deux problèmes qu'il faut régler. Il y a d'abord un problème de contenu et il y a un problème de disponibilité du livre. Donc, en limitant les collections qui sont validées par le ministère, on a déjà des ouvrages de qualité qu'on peut mettre à la disposition des étudiants. Je parle bien des élèves par classe et par matière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que le libraire, il met le livre à la disposition des élèves. Mais avec cette panoplie d'ouvrages, rien que pour une matière, comme je vous dis, entre l'agréé, le recommandé et tout le reste, vous pouvez avoir 10 titres. Comment nous savons quel est le titre que les écoles vont adopter? Combien de stocks de quantité il faut aller chercher chez chaque éditeur pour venir les présenter dans une librairie? Je parle bien d'un titre et d'une matière. Une matière, oui, pour une classe. Comprenez? Pour une classe. En sachant que dans une classe, on peut avoir 5, 6, 7 livres. Donc, du CP1 jusqu'à la terminale. Voilà. Très bien. Donc, à ce stade-là, nous sommes de facto dans les solutions, parce que vous allez proposer donc, des solutions par rapport à tous les mots que l'on a pu identifier ce soir. Nous sommes à la 3e partie, la dernière partie de notre émission, et c'est un micro-trottoir qui est signé Godreau Achille. Ce genre de soucis-là,
c'est encore c'est un souci qui touche un peu l'État. Parce qu'on parle là d'éducation. Tout ce qui concerne l'éducation, on parle quand même de l'État parce que l'éducation, c'est la formation des jeunes de demain. Donc l'État peut quand même pencher un peu un regard favorable vers une petite subvention qui va permettre soit d'alléger les prix ou bien peut-être même de distribuer en quelque sorte à certaines personnes démunies. Ce que moi je vois, l'État doit lancer la liste des fournitures vite avant la rentrée, quoi. Là, comme ça, les commerçants, ceux qui vendent les livres, peuvent aller acheter en stock, pouvoir garder là les élèves, ça serait plus facile pour les élèves. Déjà, au niveau du circuit d'approvisionnement, il n'est pas assez connu. On ne sait pas qui sont ceux qui produisent les ouvrages et les mettent à la disposition des commerçants. Donc il faut déjà communiquer au niveau du ministère, communiquer sur les partenaires qui sont chargés de la production des différents documents pour que les populations puissent déjà être informées et communiquer également à la population les raisons qui expliquent en fait cette situation. Alors, on réalise vraiment que l'Ivoirien est au fait des problèmes dont nous parlons ce soir. On le constate. On le constate. Donc, à ce stade, je vais vous demander de proposer des solutions par rapport à tous les mots que l'on a identifiés. Je commence par vous. Déjà, au niveau des curricula, on a dit mai-juin, mais si on peut le faire un peu plus tôt encore, si on a deux autres mois, ça nous laisse un peu plus de temps. Et puis, l'État doit jouer son rôle. Comment se fait-il que imprimer un livre est moins cher ailleurs et puis c'est cher ici? Il faut qu'on puisse trouver la solution pour réduire... Parce que d'abord, le livre, c'est un bien culturel. Voilà, un bien culturel. Et donc, un effort doit être fait pour que le coût des intrants baisse de manière considérable pour que le livre soit imprimé sur place ici. Déjà, si c'est imprimé sur place ici, il est clair qu'on n'attendra pas 1 mois, 2 mois de bateau avant de l'avoir. Et puis, quand vous dites ça, dites-nous dans quelle proportion? Mais le papier coûte cher. D'accord, mais dans quelle proportion? C'est-à-dire un livre imprimé en Côte d'Ivoire vaut 2 fois plus cher qu'un livre imprimé en Chine? Il faut qu'il vous donne simplement l'explication. Vous savez qu'un livre, lorsqu'il rentre, il rentre hors douane, hors taxe. Il n'y a pas de douane sur le livre et il n'y a pas de TVA sur le livre. Il y a une taxe d'entrée de 2,5%. Alors, l'imprimeur local, lorsqu'il doit imprimer un livre, il importe du papier. Le papier, lui, il est taxé à 44%. L'encre est taxée à plus de 40%. La machine qu'il a importée, il a importé avec des droits de douane, il faut qu'il amortisse. Donc forcément, son coût de revient est 40% ou 50% plus cher qu'un livre importé. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc c'est cet effort que l'État doit faire. Et puis il y a aussi un problème de disponibilité des livres. Je parle de circuit de distribution. Quand vous prenez peut-être 4 ou 5 grandes villes de Côte d'Ivoire, Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Korogo, Man, et puis peut-être Daloa, tout le reste des villes, il n'y a pas de librairie. Et quand il n'y a pas de librairie, la nature ayant horreur du vide, qu'est-ce qui va se passer? Mais les pirates vont entrer dans le jeu. C'est l'ouvrage imprimé par un éditeur qui a remporté l'appel d'offres et qui a financé la production de ce livre, se retrouve avec des ouvrages invendus parce qu'il y a un pirate qui a pris un exemplaire, qui en a scanné les pages et qui, à l'arrière-cour d'une maison, a fabriqué les mêmes livres. Mais aujourd'hui, les machines sont tellement performantes qu'il est difficile pour un profane de savoir quel est le livre original du livre imprimé, enfin du livre piraté. Donc cette histoire de piratage également dessert la corporation. Donc il faut qu'en plus du travail qui est fait par les éditeurs en collaboration avec les comités nationaux de lutte contre le piratage et la contrefaçon, il faut surtout penser à vraiment réduire le coût sur le coût des machines, du papier, de l'encre et de la colle pour qu'on puisse fabriquer le livre aussi moins cher ici qu'on le ferait en Inde. Très bien, ce sont vos solutions. Monsieur Kadio. Oui, mais il faut assainir le milieu. Il faut assainir le milieu et puis donner des responsabilités à ceux qui doivent faire le travail. Si c'est les imprimeurs qui doivent le faire, quelle est leur participation? Si ce sont les éditeurs, quelle est leur participation? Que ce soit bien défini pour que nous ayons les livres à temps, avant, pour qu'on puisse vraiment respecter le quantum horaire. Et ça, je répète tout le temps. Il faut éviter que l'aspect financier tue
le système éducatif. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de micmacs à l'intérieur. Il faut éviter ça. Il faut qu'on soit clair, que les choses se fassent dans la transparence totale. Et puis, demander aussi à l'État vraiment d'aider à ce que les documents soient imprimés ici, à moindre coût, pour qu'on puisse les avoir aussi à moindre coût. Parce que si c'est cher ici, que les gens sont obligés de l'imprimer ici, eh bien, ils vont nous les vendre plus cher. Et donc, on a des problèmes. Monsieur Djedeti, qu'est-ce que vous dites aux parents quand ils viennent en librairie et puis ils vous disent ça fait la 3e librairie que je fais et tout, c'est toujours pas distribué. Qu'est-ce que vous leur répondez? Nous, ce que nous essayons de faire, c'est d'abord de conseiller, c'est-à-dire que nous, en liaison avec les éditeurs, nous avons quand même l'information sur les délais de disponibilité. Donc, on essaie de rassurer et puis de mettre le livre, bien sûr, à disposition quand on peut, le plus tôt possible. Voilà. Donc, alors, quelles sont vos solutions? J'aimerais profiter de votre micro simplement pour lancer les cris de cœur des libraires. Les libraires ont besoin d'être entendus parce que nous parlons à nos autorités, ceux qui décident, et nous aimerions qu'à un moment, nous soyons écoutés. Un pays sans libraire, si vous voulez, ça devient un désert culturel. C'est important d'accompagner, en fait, de façon à ce que notre pays soit couvert par des librairies dignes de ce nom. Pour ce faire, il faut accompagner les libraires sur les marchés captifs qui peuvent permettre à ces agents-là de vivre. J'ai lancé le cri du cœur, par exemple, des kits scolaires. Il y a 10 milliards de kits scolaires achetés chaque année par l'État de Côte d'Ivoire et distribués gratuitement. Et pour vous dire, je suis le seul libraire de France à obtenir un marché là-dessus à hauteur de 400 millions. Aucun autre libraire n'a ce marché et 400 millions pour une grande surface, une grande maison comme Librairie de France, c'est ridicule. C'est notre métier. Nous voulons que ces marchés-là nous reviennent de façon à pouvoir faire vivre nos maisons. Et nous sommes à la disposition de l'État pour accompagner sur ces problématiques du livre que nous vivons tous les jours. Et vous avez interpellé l'État déjà? Nous interpellons l'État. C'est pour ça que je lance un cri de cœur pour dire nous voulons être entendus. Nous sommes à la disposition de notre pays pour améliorer les choses et pour les faire avancer. Donc nous sommes à leur disposition et nous aimons, lorsque nous lançons nos cris de cœur, nous aimons avoir des retours. Voilà. Lorsque une association comme la nôtre écrit à une autorité, nous aimerions au moins avoir une réponse. Nous aimerions être autour de la table avec eux pour échanger et pour ensemble trouver des solutions. Parce que des problèmes, il y en a. Nous savons tous qu'il y en a et nous savons que nous avons des solutions à ces problèmes. Alors, juste avant de donner la parole à Mme Silué, dites-nous, quel est le constat? Qu'est-ce qui se passe pour cette rentrée scolaire? Est-ce que les ouvrages sont disponibles actuellement pour la rentrée scolaire 2023-2024? Quelle est la réalité? Certains ouvrages sont disponibles et nous avons des retards pour certains. La raison est toute simple. Le ministère est en train de travailler sur le renouvellement de certains titres et les éditeurs ne savaient pas si à la rentrée, il y allait avoir des changements ou pas. La décision a été prise très tard de reporter en fait ces changements. Donc ça a créé donc des retards au niveau de la prise de décision d'édition. Mais pour la plupart, je pense que d'ici la fin de ce mois de septembre, la plupart des éditeurs donc, seront prêts. Madame Silué, c'est à vous que revient le dernier mot. Que vous inspire d'abord toutes ces propositions de solutions? Moi, je pense que c'est de très bonnes propositions, puisque nous sommes autour de cette table-là pour trouver des solutions. Mais avant de dire le dernier mot, je voulais juste relever quelque chose. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que dans le reportage, que les livres changent à tout moment. Je voudrais préciser que les livres ne changent pas à tout moment. Nous avons un programme et nous avons écrit les manuels de CP1, CP2. Après les manuels de CP1, CP2, il faut savoir que la suite du programme, c'est au CE1, CE2. Parce que quand on fait le programme de CP1, CP2, on fait celui de CE1, CE2 et puis on fait celui de CM1, CM2. Donc la suite, les enfants qui vont quitter le CP1, CP2 doivent trouver des ouvrages qui sont avec le nouveau programme au CE1, CE2. Donc, lorsque nous changeons les livres de CP1, CP2, la population dit que les livres ont changé. Mais tous les livres n'ont pas changé. C'est ceux de CP1, CP2. Au CE1, CE2, on nous dira encore que les livres ont changé. Alors que nous ne faisons que poursuivre un processus. C'est-à-dire, à la fin, au CM1, CM2, on aura fini le processus et on ne parlera pas
des livres qui changent. Je voudrais dire que quand on a conçu un livre, il a une durée de 3 à 5 ans. Donc c'est après 5 ans qu'on pourra le changer. Sinon, on fait un toilettage. Maintenant, alors, quand vous concernant... parlez du toilettage, ça veut dire que l'édition de l'année dernière n'est plus valable aussi. Oui, ça veut dire qu'après 5 ans, quand on fait... Vous parlez de toilettage, tu peux intervenir d'une année à l'autre? Non, c'est après 5 ans. Après les 5 ans. Après 5 ans. Une adaptation. Après 5 ans, on fait une adaptation. Avant ça, ça veut dire que tout ce que les parents d'élèves disent, ils se trompent totalement. Hein. Quand ils disent que d'une année à l'autre, le livre a changé, c'est pas vrai. Non, ça ne change pas comme ça. Ça ne change pas. Mais dites-moi par contre, en tant que parent, lorsque une école propose tel ouvrage, au choix, parce qu'il y en a 5 ou 6 au choix pour une matière, pour une classe. Est-ce que l'année d'après, on peut proposer parmi les 5 livres au choix, un autre livre au choix? Oui, ils peuvent changer. C'est peut-être ça dont on parle aussi. Que cela ne se fait pas à l'enseignement primaire. Au primaire, cela ne se fait pas. À l'enseignement primaire, le livre est fixe. Au collège, logiquement, on devait pouvoir sensibiliser les unités pédagogiques pour leur dire que quand vous avez fait le choix d'un manuel cette année... Qui doit sensibiliser? Nous. Le ministère. C'est l'éducation nationale. Nous allons sensibiliser. Juste une petite question. Oui, nous allons sensibiliser. D'accord. Parce qu'effectivement, avec les échanges, il y a des problèmes qui sortent et nous allons en tout cas chercher à les résoudre. Donc, normalement, les unités pédagogiques doivent savoir que le fait de choisir un livre, le livre de tel éditeur cette année et puis changer l'année prochaine, là, ça fatigue les parents. Parce que nous-mêmes, nous sommes des parents d'élèves. Et souvent, on n'a pas conscience. Donc, c'est des choses que nous devons relever parce que nous avons les chefs d'antenne. Nous pouvons faire relayer cela au niveau des chefs d'antenne, au niveau de la direction de la pédagogie et de la formation continue. Et le message va passer, je suis sûre. D'accord. Maintenant, concernant quelles dispositions il faut prendre pour résoudre un certain nombre de choses, pour que les livres soient disponibles à temps, je voudrais dire que nous allons faire en sorte que la commission d'agrément se tienne plus tôt. Voilà. C'est-à-dire que si nous tenons la commission d'agrément dans le mois d'avril, à la fin du mois d'avril, on aura tous les manuels qui sont agréés. Et si, par exemple, les éditeurs ont en possession cette liste-là et qu'il n'y a pas de changement, parce que quand il va y avoir un changement de livre, en général, je suis en contact avec les éditeurs et nous en parlons. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, si le ministère ne me dit pas que le livre ne peut pas, je suis obligée de leur dire que nous allons changer de livre. Mais dans le cas contraire, je leur dis l'ancien livre est en vigueur. Et ça, c'est la direction des affaires financières qui leur adresse une lettre. Mais je voudrais retenir qu'il faut qu'on revoie vos derniers mots. Mon dernier mot, je voudrais dire vraiment merci au directeur de la pédagogie et de la formation continue parce que c'est lui qui m'a demandé d'honorer votre invitation. Et j'ai été très heureuse de partager, en tout cas, les problèmes au niveau de l'éducation nationale avec nos partenaires, la librairie, le président des éditeurs avec qui je suis tout le temps. Une partie des problèmes. Une partie des problèmes et les parents d'élèves, le représentant des parents d'élèves. Je voudrais vous dire merci pour cette émission. Merci à vous également. Et moi, j'espère que l'on puisse, l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, se retrouver sur ce même plateau et puis savoir quelles ont été les évolutions, quelles ont été les prises en compte, les différentes préoccupations et faire un grand point avec les mêmes acteurs. Merci. En tout cas, je viens d'annoncer à la direction de la RTI que c'est ce que l'on souhaite, l'année prochaine, à la même période, savoir quelle a été la portée donc, de cette émission. Madame, Monsieur, infiniment merci de nous avoir suivis. Nous parlons des inscriptions et disponibilité des manuels scolaires. Les problèmes ont été posés. Les parents ont les réponses aux inquiétudes, aux préoccupations qu'elles avaient. Et nous espérons que les solutions seront trouvées au fur et à mesure. Madame, Monsieur, bonsoir.